Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Zoom de la SFGP. Donc, François Nicole, je suis président de la Société française de génie des procédés et je vais vous donner quelques mots d'introduction. Donc, je suis très heureux d'ouvrir ce webinaire de la série des Zooms de la SFGP. Et aujourd'hui, ce Zoom est organisé par la section Grand Sud-Ouest de la SFGP et porte sur l'hydrogène et le génie des procédés. Et personnellement, je suis très satisfait de cette thématique, puisque mes activités professionnelles portent aussi sur l'hydrogène, et je suis heureux de voir que le génie des procédés fait aussi partie de l'équation et qu'on le mette en avant, parce qu'en effet, ce n'est pas que l'électrolyse. D'ailleurs, pour l'électrolyse, on a aussi besoin d'un peu de génie des procédés. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on parlera thermochimie, peut-être beaucoup de bioprocédés. Donc voilà, donc un programme très alléchant. Mais en introduction, quelques mots sur la Société française de génie des procédés. Donc, si vous ne la connaissez point, donc c'est un réseau d'experts académiques et industriels. Donc, c'est le côté vraiment très, très intéressant et très motivant, c'est qu'on mélange en effet les grands groupes français des industries de procédés avec les professeurs, les doctorants, les chercheurs du monde académique. Donc, son rôle principal, c'est l'animation scientifique de notre discipline, le génie des procédés. Cette animation scientifique est portée par ce qu'on appelle nos groupes thématiques. Donc, si vous allez sur notre site web, vous verrez quelle organisation scientifique nous avons mis en place. Et cette animation scientifique est également portée par nos sections. Donc, il faut savoir qu'on s'est organisé par grande région. Donc, aujourd'hui, c'est la section Grand Sud-Ouest qui porte cette animation. Et ce sont ces sections régionales qui, en effet, portent également notre grand événement, qui est le Congrès national de la SFGP. Donc, après Toulouse en 2022, je dis pas de bêtises, eh bien, je vous donne rendez-vous l'an prochain à Deauville pour le congrès de la SFGP qui se tiendra donc en octobre 2024. Voilà, mais je ne vais pas être trop long. C'est pareil pour le congrès. Tapez SFGP 2024 et vous trouverez les grandes thématiques du congrès. Et vous verrez que le congrès est donc porté par l'Université de Rouen cette année, en 2024. Bon, je passe maintenant la parole à Francis Courtois qui va vous présenter ce webinaire hydrogène et génie du procédé plus en détail. Donc, je vous souhaite un bon zoom de la SFGP. Merci. Merci Francis, François. Alors donc moi je m'appelle Francis Courtois et je suis le co-animateur de la section Grand Sud-Ouest avec Maria González Martinez qui n'est pas présente malheureusement aujourd'hui parce qu'elle a eu un petit souci de santé, mais elle est avec nous par le cœur et peut-être elle nous rejoindra en cours de route. Voilà, donc la section Grand Sud-Ouest, elle a été introduite par François, mais en gros, on essaie de faire vivre une animation locale, grand régionale, et on organise des webinaires, entre autres donc celui-ci, et il y en aura un autre, je vous en reparlerai peut-être à la fin, un autre qui est prévu plutôt pour février-mars sur le réusage de l'eau. Et puis, on va organiser aussi en fin mai une rencontre en présentiel où on espère qu'on aura un maximum de doctorants de la région Grand Sud-Ouest. Voilà, donc je vais maintenant vous présenter le programme que vous avez tous vu, je pense. Alors, attends, il faut d'abord partager l'écran. Partager l'écran, voilà. Et donc, vous voyez mon écran, je pense? Non? Ouais. Et il faut faire... Comment on fait déjà pour faire diaporama? Bon, je ne sais plus comment on fait. Euh, vous voyez mon écran là? on voit très bien. D'accord. Bon, donc ce n'est pas la fin, c'est le début. Et voilà le programme. Donc, on a deux intervenants keynote. Enfin, c'est ce qui était prévu. Et là, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles du premier. Donc, on va démarrer directement avec Eric Trabli, qui est connecté là, de Narbonne. Merci. Et ensuite, on enchaînera sur les présentations de doctorants. Comme il nous manque la présentation de Benjamin Fèvre, eh bien, on aura du temps en rab pour poser des questions. Pour les questions, vous avez le système soit du chat, là, de la discussion, soit le système questions-réponses. Et donc, ce sera nous qui transmettrons les questions aux intervenants. Voilà, je crois que je peux passer la parole à Eric et pour une première présentation générale. Merci Eric.
Je ne sais plus comment. Ah oui, là. Voilà. Merci. Eric? Alors, bonjour Oui, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je vais partager mon écran. 2 minutes. Donc, oui, bonjour aux personnes qui sont connectées. Donc, je me présente, Eric Trabli. Donc, moi, je suis directeur de recherche à l'INRAE, au laboratoire de biotechnologie de l'environnement. Et aujourd'hui, j'ai été invité pour vous présenter les procédés biologiques dédiés à la production d'hydrogène vert, ou autrement appelé biohydrogène. Donc, je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité à faire cette présentation. Tout simplement, parce on présente rarement nos bioprocédés, ou je présente rarement nos bioprocédés à la SFGP. Donc, c'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Donc, on fait partie de l'Institut Carnot 3BK, le LBE, et également du pôle Rio, qu'aurait dû vous présenter Benjamin Fèvre, qui est la recherche sur l'hydrogène en Occitanie. Donc, on contribue à ce pôle-là. Donc, quelques éléments de contexte sur l'hydrogène. Donc, l'hydrogène, c'est un produit industriel. Donc, la production mondiale d'hydrogène est autour de 75 millions de tonnes par an. En Europe, une dizaine de millions de tonnes. Et en France, 1 million de tonnes par an. Et ce qu'il faut voir, c'est que l'hydrogène, donc sur votre gauche, sur le diagramme de gauche, la plupart de l'hydrogène produit à 90% est un produit chimique qui est immédiatement réutilisé sur site. Donc vous avez 65% de l'hydrogène qui est de l'hydrogène captif, 27% utilisé comme hydrogène sous-produit, et finalement l'hydrogène marchand est de l'ordre de 10%. La quasi-totalité de l'hydrogène est utilisée notamment en tant que réactant chimique dans le raffinage des pétroles, la production d'ammoniac. Donc, c'est à peu près 30% de cet hydrogène mondial qui sert à produire notamment des engrais via l'ammoniac. Et donc, finalement, pour les transports, parce qu'on parle beaucoup de transport hydrogène, la quantité d'hydrogène disponible sont des quantités très faibles. Et donc, il va falloir trouver des moyens de production à venir si l'on veut développer ce mode de transport. Donc, sur la droite, vous avez des projections de 2020, donc la production actuelle d'hydrogène, donc qui correspond à peu près à 880 000 tonnes d'hydrogène produit. Et en hydrogène vert, vous voyez, c'est infime, donc l'hydrogène décarboné, c'est 5% de la production annuelle actuellement. Donc l'objectif, c'est de multiplier à peu près par 10 en une dizaine d'années cette production-là pour obtenir, excusez-moi, multiplier par 10 d'ici 2050, mais de doubler cette production-là et essentiellement de supporter la production d'hydrogène décarboné. Donc d'ici 2030, passer de 45 000 tonnes d'hydrogène à plus de 700 000 tonnes d'hydrogène décarboné. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des modes de production d'hydrogène pleinement décarboné, avec un objectif de décarbonisation de sa production en vue de contribuer à la décarbonisation industrielle d'ici 2030. Alors, l'objectif, c'était de vous présenter l'hydrogène vert. Alors, qu'est-ce que l'hydrogène vert? Alors, il existe un hydrogène, mais finalement plusieurs manières de le produire. L'hydrogène se retrouvant très peu comme ressource naturelle. Alors, c'est ce qu'on appelle l'hydrogène blanc, la ressource naturelle. Mais essentiellement, il va falloir l'extraire de la matière. Alors, si c'est de l'eau, essentiellement par électrolyse, mais aujourd'hui, on va parler beaucoup d'extraction d'hydrogène à partir
de biomasse. Et cet hydrogène bas carbone, on appelle hydrogène vert. Donc ici, vous avez la représentation des différentes couleurs de l'hydrogène, et notamment l'électrolyse. Ce qui est intéressant, c'est l'électrolyse. On produit un hydrogène à bas carbone uniquement à partir de ressources renouvelables. Alors effectivement, l'impact environnemental en termes de CO2 est faible avec le nucléaire, mais donc là, on l'a dissocié, c'est l'hydrogène rose. Et l'hydrogène jaune, yellow hydrogen, c'est la production d'hydrogène par électrolyse, mais à partir d'un mix électrique qui peut conduire à finalement des productions en CO2 importantes. On y reviendra. Et ensuite, vous avez la production, donc à 95% actuellement, à partir de ressources fossiles. Et là, vous avez différents en fonction des intrants. Donc essentiellement le gaz naturel, donc c'est l'hydrogène gris, mais ensuite la gasification de différentes ressources fossiles, le charbon notamment, donc vous avez hydrogène noir et brun. Et enfin, ce qu'on appelle le blue hydrogen, donc cet hydrogène bleu, c'est la production à partir de ressources fossiles, mais avec captation du CO2, donc avec une réduction finalement de l'impact carbone lors de sa production sur site centralisé. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'hydrogène vert, ou tout du moins une partie des procédés de production d'hydrogène vert. Et donc vous voyez sur ce schéma un peu général que vous trouvez, souvent la biomasse, je vais mettre un pointeur, la biomasse n'est pas forcément pris en compte. Donc effectivement, sur l'hydrogène vert, vous avez beaucoup d'électrolyse. Et aujourd'hui, les présentations que vous allez avoir tournent autour de la valorisation de la biomasse avec un impact environnemental faible. Donc une autre manière de le présenter un peu plus en détail, c'est de partir des énergies renouvelables pour produire cet hydrogène à faible impact carbone, d'hydrogène vert, donc hydraulique, éolien, géothermique, solaire et biomasse. Donc là, on inclut la biomasse. Et la déclinaison des types de technologies pour extraire cet hydrogène, le produire. Vous avez différents types de technologies. Donc, effectivement, l'électrolyse basse température. Donc ça, je ne vais pas vous présenter. La thermogasification de la biomasse, vous allez avoir une présentation aujourd'hui. Et je vais insister un peu plus, moi, sur les voies de production émergentes biologiques qui consistent en la fermentation de la biomasse, ici en rouge, les procédés photobiologiques. Donc, on entend beaucoup parler des microalgues, des procédés photobiologiques. Donc, je vais vous présenter les avantages et inconvénients, mais également des procédés émergents que sont les systèmes bioélectrochimiques qui combinent l'électrochimie et la biologie pour la production d'hydrogène. Donc, je vais vous présenter un peu plus en détail ces procédés-là. Alors, pour faire le point sur le niveau de technologie de ces procédés, voilà, les procédés biologiques, on est sur des procédés en émergence qui servent essentiellement au traitement à ce jour, mais dont on peut sortir une plus-value, qu'est l'hydrogène dans notre cas. Donc, vous voyez, on est sur des TRL, donc Technology Readiness Level, des TRL de sortie de laboratoire, d'échelle pilote fonctionnement en environnement réel. Pour la biogazification, on est un peu plus avancé quand même sur ces procédés-là, et l'électrolyse de l'eau, vous voyez, on est sur l'industrialisation de ce marché. Quels sont les avantages du biohydrogène, donc de l'hydrogène issu de la biomasse par voie biologique? Donc ça, c'est une étude de 2015, mais que l'on a confortée via des études internes sur l'impact environnemental de ces technologies-là. Donc là, vous avez deux critères d'ACV, donc le Global Warming Potential, qui correspond au kilogramme de CO2 par kilogramme d'H2 produit, et le potentiel d'acidification. Le critère essentiel étant ce critère-là, en bleu. En dessous, on estime qu'en dessous de 3 kg de CO2 par kilogramme d'H2, on peut parler d'hydrogène vert environ. Donc, vous voyez, l'électrolyse, en fonction du mix énergétique, on peut arriver à un impact
important. Il faut savoir que le réformage du gaz naturel, on tourne autour de 10 à 13 kg de CO2 par kilogramme d'H2 produit, en fonction des technologies. On peut être sur avec un mix largement porté sur les ressources fossiles, un impact en termes de kilogrammes CO2 par kilogramme d'H2 très important en fonction du mix énergétique par électrolyse. Donc c'est vraiment l'électrolyse à partir de ressources renouvelables qui permet de passer en dessous de 3 kg de CO2 par kilogramme d'H2. Et là, on devient intéressant d'un point de vue environnemental. Et les procédés biologiques qui reposent évidemment sur une transformation biologique de la biomasse et de la matière. Si on ne prend pas en compte le CO2 biogénique, on est sur des impacts environnementaux qui sont bien plus faibles. Évidemment, avec des productivités qui sont bien plus faibles que les procédés chimiques. Donc, il y a quelques années, on a fait un état de l'art sur la transformation biologique alternative à la méthanisation. Donc, pourquoi, en termes de biomasse et de disponibilité de la biomasse, on s'est intéressé aux déchets et aux effluents. Et donc, sur des alternatives que l'on pouvait trouver dans la littérature, en termes d'articles scientifiques et de brevets. Donc, c'est une étude que l'on a menée pour l'Alliance nationale de coordination de la recherche pour l'énergie, l'ANCRE. On a, sur la base de 2500 articles que l'on a affinés, c'est-à-dire on a essayé d'éviter les articles de biotech blanche, par exemple, de travaillant sur les cultures pures, donc vraiment en se focalisant sur les déchets. On a obtenu cette distribution autour des 3 technologies que je vous présente. La fermentation sombre, qui est en rouge, donc une très grosse distribution des articles scientifiques. L'électrolyse microbienne en bleu. Et enfin, la photofermentation en violet ici, donc qui correspond sur une quantité d'articles réduite. Et ce que je voulais vous présenter ici, c'est que la dynamique des brevets est un petit peu différente. On est sur finalement une dynamique industrielle portée sur l'électrolyse microbienne et le couplage de procédés, donc ce que je vais vous présenter par la suite. Donc vraiment avec une dynamique importante sur comment appliquer ces procédés et intensifier la production d'hydrogène. Donc quelques rappels ou quelques présentations sur la fermentation sombre, en quoi ça constitue. Donc 75% des articles, donc c'est une grosse masse de connaissances sur ce procédé-là. Il constitue une fermentation classique où la matière organique, déchets effluents, va être introduite en conditions anaérobie, et des micro-organismes sous conditions anaérobie vont pouvoir produire des acides organiques, des alcools, de la biomasse et une matière organique non dégradée et relarguer de l'hydrogène et du CO2. Donc ça fait partie du schéma de dégradation plus classique de la méthanisation. Et dans ce schéma-là, on va bloquer la méthanisation à une étape intermédiaire où on va produire des acides organiques d'un côté et de l'hydrogène et du CO2 de l'autre. Donc ça, on a des techniques, notamment travailler à faible pH, pH acide, autour de 5, à travailler également avec des temps de rétention qui sont courts, afin de limiter la méthanogénèse dans ces systèmes-là. Donc on a 3 catégories de micro-organismes. En fait, l'hydrogène, les micro-organismes le produisent de manière constitutive dans l'environnement. C'est un très bon vecteur électronique entre micro-organismes, vecteurs d'électrons, donc qui permettent de nombreuses respirations microbiennes. Donc vous avez les 3 grandes catégories sur les bactéries anaérobies strictes de type Clostridium ou des hyperthermophiles, avec des rendements qui tournent autour de 2, 3 jusqu'à 4 moles d'hydrogène par mol d'exose. Le maximum théorique étant de 12. Le reste des électrons étant contenus dans les acides organiques. Les bactéries anaérobies facultatives, donc avec des productivités plus importantes mais des rendements plus faibles, autour de 1 sur 12, et les cultures mixtes sur déchets, donc là on est sur des systèmes complexes où on peut aller jusqu'à 3 moles d'hydrogène par mol de glucose, d'exose. Et effectivement, donc on produit de l'hydrogène en fermentation, mais également une batterie de molécules que sont des acides
gras à courte chaîne, hein. On appelle ça les AGV, acides gras volatiles, donc acétate, butyrate, mais également des alcools, éthanol, butanol, propandiol, etc. Donc ça, c'est la probabilité d'occurrence de ces molécules dans la littérature. Donc la fermentation sombre, c'est en résumé des technologies qui sont à un niveau élevé, hein, autour de 7 en TRL, un rendement théorique autour de 30% de conversion, mais le rendement moyen sur l'ensemble des études observées, on est autour de 10%. Donc les avantages de cette technologie, c'est une forte charge organique admissible, des productivités élevées, une technologie qui est éprouvée, hein, c'est une technologie fermentaire que l'on utilise industriellement, et ça peut convertir la matière organique complexe. Donc on va simplifier cette matière organique. Les inconvénients, ce sont les limitations métaboliques et les rendements de production qui sont limités en hydrogène. Donc la deuxième technologie que l'on retrouve dans la littérature, ce sont les photobioprocédés. Donc là, je vais passer assez rapidement. Ces photobioprocédés requièrent une source lumineuse. Donc, c'est des procédés extensifs où l'on va convertir les acides organiques en présence de bactéries pourpres, dans ce cas-là non sulfureuses, rhodobactères, rhodospirillum. Ce sont des bactéries qui sont capables de fixer l'azote et en concentration en azote limitant vont utiliser la lumière pour produire de l'hydrogène. Donc, on a l'obligation d'ajouter des éléments essentiels au milieu, fer, molybdène, pour le fonctionnement des enzymes qui sont dénommées nitrogénases. Et en concentration en azote limitant, encore une fois, donc en contrôlant le milieu, cette fois-ci, on va relarguer de l'hydrogène. Donc, ces technologies-là, on est sur des TRL qui sont autour de 6-7. Donc là, je vous ai mis la photo notamment d'un pilote qui se trouve en Turquie. C'est un des plus gros pilotes, d'une centaine de litres sur la production d'H2. Le rendement théorique est de 100% hein, sur les acides organiques. Le rendement moyen est autour de 25%. Donc l'avantage, c'est les hauts rendements de production à partir de la matière résiduelle, acide organique, alcool. Les inconvénients, c'est les coûts d'installation élevés. Donc dans le cadre d'un projet européen, on était autour des 50 € par kilogramme d'hydrogène hein, estimé sur la base d'acide organique issu de la fermentation. Les rendements de conversion énergétique sont limités, donc c'est là où il y a quand même une marge de progression sur les rendements de conversion. Et la charge organique admissible est encore limitée. Et enfin, la troisième technologie est l'électrosynthèse microbienne, où on va utiliser dans ce cas-là la capacité de micro-organismes à l'anode, ici, de dégrader les acides organiques pour leur propre respiration. Et dans ce cas-là, les électrons, au lieu d'être relargués sous forme d'hydrogène, un peu comme en fermentation, ils transfèrent via un circuit. Et en appliquant un potentiel, on est capable, ici, à la cathode, de réduire les protons qui transfèrent et de produire de l'hydrogène quasiment pur à la cathode. Donc, c'est un double effet, une production accrue d'hydrogène et une production aussi d'un hydrogène quasiment pur. Alors, l'intérêt par rapport à l'électrolyse, c'est tout simplement qu'on divise par 10 le potentiel théorique appliqué à ce système. Donc, l'électrolyse, on est autour de 1,2 volts théoriques, alors que sur ces systèmes-là, l'énergie provient majoritairement de la matière organique. Donc, on tourne autour des 0,2 volts, 0,13 théorique, mais autour des 0,2 volts de manière pratique. Voilà, donc les TRL de ces technologies tournent autour de 6 avec un rendement théorique maximum autour des 100%. Hein, de manière même très retrouvée dans la littérature, on a des rendements, des efficacités ici coulombiques autour des 95%. Donc on retrouve tous nos électrons sous forme d'hydrogène. Le rendement moyen observé, néanmoins, dans la littérature, tourne autour de 50%, ce qui est remarquable. Donc, les avantages, c'est des hautes productivités en hydrogène, une pureté d'hydrogène retrouvée à la cathode, des très bons rendements énergétiques autour des acides organiques et une faible énergie à appliquer au système.
Les inconvénients, c'est le coût des matériaux. On travaille surtout avec du platine, une faible charge organique admissible à l'anode et nécessite un substrat simple ou déjà préfermenté et des densités de courant qui, pour les personnes qui travaillent en électrolyse, peuvent paraître relativement faibles, autour des 100 ampères par mètre carré. C'est au minimum 10 fois plus en électrolyse. Néanmoins, donc là, vous avez un exemple. Ici, c'est une université en Écosse qui a implanté un pilote sur le traitement des eaux, notamment. Donc, ça peut s'appliquer sur des systèmes de traitement. Donc, c'est intéressant dans ce cas-là. Comme j'avais un peu plus de temps, je vais vous présenter quelques exemples de couplage cette fois-ci. Si vous regardez la concentration en matière organique totale dans ces différents procédés et la production d'hydrogène, plus on va augmenter cette concentration-là, plus on va perdre en termes de rendement parce que la quasi-totalité de la matière organique va se retrouver non valorisée. Tout simplement, on va la retrouver sous forme d'acide gras volatile ou d'alcool, alors qu'on peut valoriser si on les extrait en chimie verte. Mais voilà, si on veut les convertir en hydrogène, il va falloir réaliser le couplage de procédés. Donc ça, c'est indispensable pour pouvoir valoriser au mieux la matière. Donc, je vais vous présenter deux types de couplage. La fermentation couplée à la méthanisation, qui est une technologie industrielle. Et enfin, la fermentation et l'électrolyse microbienne en cours de développement. Donc, comment intégrer la fermentation dans les procédés de méthanisation actuels? Donc, nous avons réalisé depuis assez longtemps avec Trifil, qui est dans le Tarn, un collecteur de déchets, et via des financements ADEME, l'intégration de cette technologie-là. Et ce que l'on a observé, donc sur des FFON, la fraction fermentescible des ordures ménagères, et ce que l'on a observé, c'est qu'en intégrant une brique ici de fermentation hydrogène sur tout simplement une brique à l'échelle laboratoire, bien sûr, de méthanisation de ces déchets-là, en recyclant des lixivia ici, on observait un rendement en hydrogène relativement stable, alors limité autour des 20 millilitres d'hydrogène par gramme de matière volatile, de déchets, mais néanmoins une production autour de cette moyenne-là, continue, au cours du temps de fermentation. Et ce qui est intéressant, c'est quelles que soient les conditions appliquées que l'on a testé différents taux de déchets, différentes conditions. On avait la production d'un mélange compatible avec l'ithane. Donc l'ithane, c'est entre 5 et 20% d'hydrogène dans le méthane. C'est un mélange qui permet une combustion meilleure du méthane. Donc c'est ce que dans certains pays, on l'utilise. Donc c'est ce que l'on a dénommé, bien sûr, le bioithane dans ce cas-là. Et quelles que soient les conditions, vous voyez, on était autour des 20, voire 25% d'hydrogène par rapport au méthane. Donc on est passé à une échelle supérieure et en travaillant toujours sur des FFOM et des vinasse de distillerie en région, dans le cadre d'un programme européen, on est passé à une échelle supérieure autour des 30 litres pour le fermenteur et 350 litres pour le méthaniseur. Et on a produit toujours du bioithane à hauteur de 15% d'hydrogène dans un mélange sur substrat réel de manière continue dans ce système-là. Et donc, on vient de terminer une ANR ProBeam sur comment intégrer cette brique, finalement, dans un processus de méthanisation existant, toujours avec Trifil et avec nos collègues de l'Institut Pascal de Clermont, où, pour vous résumer, on a élaboré des stratégies de levée des inhibiteurs hydrogène de la fermentation à échelle labo. Une augmentation, ce que l'on a observé, c'est une augmentation du rendement énergétique global, donc pour faire court, de près de 30%, pour faire court, l'hydrogène produit, en gros, est bonus en termes énergétiques, parce qu'on favorise l'hydrolyse du système, donc on impacte très peu le rendement de méthanisation. Et on a validé ces essais à une échelle pilote de près de 200 litres sur la plateforme BioValo de Clermont-Ferrand. Et les ACV d'intégration dans une filière réelle ont montré un impact environnemental inférieur à 2 kg de CO2 par kilogramme d'H2. Donc, fort on va dire, de ces résultats, finalement, petit à petit,
On participe actuellement à un programme porté par Engie, le lac Crigène, sur l'intégration de cette brique-là et la reconsommation de l'hydrogène produit dans un méthaniseur. Donc, vous avez le couplage ici fermentation sombre, purification, et l'hydrogène est recyclé dans le méthaniseur pour augmenter la part de méthane dans le biogaz. Donc, vous allez avoir une présentation aujourd'hui de biométhanation, ce qu'on appelle la biométhanation. Donc, ici, elle est in situ sur le digesteur avec l'élaboration de recettes de production d'hydrogène pour la production d'hydrogène. Donc, c'est la thèse de Lucie Perra qui va vous présenter ces aspects recettage ici aussi en intrant. Donc là, on travaille avec nos collègues de Engie, de l'APESA à Pau et de l'IS2M à Mulhouse. C'est un programme investissement d'avenir. Et enfin, j'ai pris un peu plus de temps, mais je vais vous présenter le couplage fermentation-électrolyse microbienne qui me paraît intéressant car en cours de développement. Donc, il y a pas mal de recherches dessus et sur le changement d'échelle de ces systèmes-là. Je vais vous présenter quelques résultats que l'on a obtenus sur comment coupler la fermentation en première étape à partir de déchets organiques divers, complexes. Et finalement, la vision, c'est de se dire qu'on va produire de l'hydrogène, certes en fermentation, mais également simplifier le système et pouvoir mieux contrôler notre système de cellules d'électrolyse microbienne qui arrivent en aval. En effet, on ne peut pas directement traiter ces déchets-là par ces systèmes de MEC, c'est trop sensible, on aurait des tas de réactions parasites. Et donc là, on va vraiment fournir ici les produits métaboliques nécessaires. Et l'épuration entre les deux, vous aurez une présentation ce matin également sur ces systèmes d'épuration. Donc l'électrolyse microbienne, effectivement, c'est un rendement élevé. Et donc là, les résultats sur des effluents réels, soit du lactosérum, soit des effluents d'industrie, de jus de fruits, papetiers ou de sucreries. Je vais vous passer les détails, mais on obtient, au total, on a réussi à obtenir à l'échelle laboratoire, jusqu'à à peu près 10 moles d'hydrogène par mol d'équivalent glucose. Le théorique étant de 12, donc on est sur des rendements qui sont de près de 80, voire plus de 80% de notre matière qui peut être convertie sous forme d'H2. Donc c'est vraiment très intéressant à l'échelle laboratoire encore. Et donc là, on travaille sur un projet FEDER sur ce qu'on a appelé hydrogène déchets sourcés avec nos collègues du LGC de Toulouse. Sur justement valoriser via ces 10 étapes la production d'hydrogène. Voilà, en conclusion, je vais finir. Le biohydrogène peut être produit en amont des méthaniseurs. Donc c'est dans un premier temps une brique que l'on pourrait intégrer dans les procédés de fermentation, de méthanisation. Le couplage nous paraît intéressant avec l'électrolyse microbienne. Ça permet aussi d'ajuster les ratios hydrogène-méthane dans le cadre de filières un peu plus générales, avec un changement d'échelle qui est nécessaire. Et donc, nous pensons que les installations de méthanisation ont le potentiel de devenir de véritables bioraffineries. Réparties sur le territoire, on produirait localement de l'hydrogène ou on enrichirait le méthane. Et donc, ça serait une étape finale de valorisation des fractions organiques. La méthanisation, une étape finale de valorisation des fractions organiques les plus récalcitrantes. Voilà, je vous remercie pour votre attention, ainsi que tous mes collègues du LBE et mes collègues ayant participé à ces études. Merci beaucoup, Eric. Un très bel exposé qui couvre bien l'essentiel, qui donne une vue d'ensemble et avec des choses assez intéressantes. Alors, il n'y a pas, j'ai pas vu de questions dans le module QR, là, questions-réponses, mais il y avait une question de François Nicole. Je crois qu'il n'est plus connecté. Et donc, sa question, c'est qu'en est-il de l'hydrogène blanc? Et est-ce que le gisement découvert dans le Grand Est est confirmé? Eric? J'aimerais pouvoir répondre à cette question. Je n'ai pas assez d'éléments pour vous répondre. Effectivement, cette question revient souvent parce que ça fait, je dirais, ça fait le buzz dans les médias.
avec de fortes promesses. Néanmoins, je ne peux pas vous donner d'éléments. Je n'ai pas les éléments pour Sur vous le répondre, gisement, là. notamment en termes de procédés d'extraction, de récupération de cet hydrogène-là. D'accord. Et pour l'hydrogène blanc? Sur l'hydrogène blanc, là, je vous Ah, parle d'accord. de l'hydrogène blanc. OK. Je ne peux pas vous répondre. Alors, après, moi, j'ai quelques questions. Je me suis posé Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de l'hydrogène, hein, mais à chaque fois que je vois photo fermentation, etc., je sais qu'il y a des problèmes de nettoyabilité. Est-ce que c'est pas. Enfin, comment vous gérez ça? Alors, effectivement, les rendements que je vous ai présentés, c'est autour des 2-3% maximum. Habituellement, on est plutôt autour du pourcent. Alors pourquoi il peut se former des biofilms C'est ça. sur les tubulures avec le temps. Et donc, il y a des procédés qui sont en cours des procédés notamment en jouant sur l'hydrodynamique des systèmes Hmm. pour s'affranchir de ces formations de biofilms. Mais c'est une contrainte forte. Ensuite, vous avez les designs, hein, de procédés. Donc, on a les collègues du GEPEA de Nantes qui travaillent également, alors plutôt sur des microalgues, mais sur des systèmes planaires, systèmes plans, hein, parce que tout se joue sur les premiers millimètres, hein, en termes de rendement. Donc, ils travaillent beaucoup sur ces systèmes-là pour améliorer le transfert, enfin, la Oui, captation des photons. d'accord. Alors, on a encore quelques minutes. Je ne sais pas si les autres intervenants ont envie de poser une question à Eric. Il y a une question, Francis, Ah, qui est apparu. dans le QNR. Ah Oui. oui, c'est vrai, je vois que ça a apparu. Alors, bonjour, merci. Question pour Eric. Vous avez dit que si on ne prend pas en compte le CO2 biogénique issu de la fermentation, l'impact est relativement faible. Pourquoi ne pas considérer ce CO2 biogénique? Point d'interrogation. Parce qu'issu de la matière organique non fossile? Point d'interrogation. La réponse est dans la question, finalement. Oui, effectivement. Dans les ACV, actuellement, hein, le CO2 biogénique n'est pas pris en compte. Quand on parle de biogénique, c'est parce que c'est le CO2 issu de la biomasse. Donc, on est sur un cercle vertueux où le CO2 est recapté par la biomasse et finalement, le CO2, la production supplémentaire de CO2 correspond au CO2 qui va être recapté. Euh, Tout simplement Ouais, parce que ce ne sont pas des ressources fossiles. ouais. Si on prenait en compte le CO2 biogénique, évidemment que les technologies biologiques auraient un impact carbone important. Mais je veux dire, nous aussi, on produit du CO2. À partir du moment où c'est des organismes vivants, le carbone est reconverti. Ouais. Donc, en tout cas, sur les productions supplémentaires en CO2, on est très faible. Moi, peut-être si on a encore quelques minutes, ouais. J'ai peut-être des petites questions là. Ça a été évoqué pour l'électrosynthèse microbienne, c'est qu'on a l'utilisation de matériaux rares. Là, c'est le platine. Est-ce que pour les autres procédés, comme ne serait-ce que l'électrolyse tout court, est-ce qu'on a aussi potentiellement derrière des problèmes d'approvisionnement sur certains matériaux nécessaires? Je ne peux pas vous répondre sur l'électrolyse, mais sur l'électrolyse microbienne, il y a des recherches qui portent sur l'utilisation à la cathode, notamment de matériaux non nobles tels que le platine, hein. Donc, il y a nos collègues, hein, du LGC à Ouais, Toulouse qui ont travaillé sur l'utilisation de cathodes en acier inoxydable. Vous voyez, des matériaux quand même qui sont ouais. moins problématiques en termes d'approvisionnement, avec des performances qui peuvent être plus faible, mais néanmoins, là je Ouais, vous parle d'une échelle labo, voilà. ouais. Mais effectivement, on peut travailler sur ces matériaux-là. À Alors, l'anode, au contraire, on est sur du carbone, ouais. donc on est sur des matériaux facilement accessibles. Il y a une question d'Alexandre. Pouvez-vous nous en dire plus à propos des consortiums de micro-organismes dans la production d'hydrogène? Quels sont les consortiums utilisés? Oui, alors, on travaille nous-mêmes beaucoup sur ces consortia-là. Donc, il y a deux stratégies, soit la sélection via les substrats,
Donc, on va sélectionner en appliquant des conditions opératoires adaptées, hein. Donc, il y a de nombreuses recherches là-dessus sur comment sélectionner ces consortia. La démarche inverse, comment les construire. Donc, il y a des micro-organismes qui sont extrêmement performants. Et dans ce cas-là, on va, surtout quand on travaille sur les déchets, hein, essayer de conserver ces enrichissements, ces micro-organismes dans notre système. Donc, il y a des stratégies d'inoculation et de captation. Donc, nous, de notre côté, c'est un axe, hein, de recherche qu'on développe sur l'ingénierie des communautés, c'est-à-dire Ouais. comment contrôler ces communautés-là. Et c'est une vraie question, notamment lors du changement d'échelle. Merci. Il reste 1 minute. Donc, Ouais. j'ai une autre question quand même, parce que c'est vraiment le sujet m'intéresse. Quelles sont les perspectives dans le domestique? C'est-à-dire que là, on voit, il y a beaucoup de choses qui se passent pour les véhicules électriques. Et à la maison, il y a beaucoup de gens qui se font installer des panneaux photovoltaïques. Bon, les batteries, si on s'informe bien, il y a beaucoup, beaucoup de soucis sur le stockage de l'énergie. Alors, donc, est-ce qu'il y a des perspectives à la maison de produire son hydrogène, d'en stocker de l'énergie, des choses comme ça? Donc, plutôt du microprocédé, quoi. Euh, alors, les tendances actuelles sur l'utilisation, encore une fois, moi je travaille plus sur la production, mais sur l'utilisation, ce qu'il en ressort, c'est que l'usage pour les particuliers, donc il existe quelques véhicules, hein, et vous avez des flottes de taxis à Paris, les taxis Hype, HYPE, qui fonctionnent à l'hydrogène, mais avec des coûts, les coûts pour des véhicules sont relativement importants. À ce jour, ce qui est ciblé, c'est plutôt les véhicules lourds, c'est-à-dire là où les batteries ne peuvent pas s'implanter, type camion. Et également l'aviation. Donc, il y a Airbus qui mène beaucoup de recherches, notamment en région, ici, sur comment développer des moteurs à hydrogène. Mais Donc, ma question, voilà, c'était on est plus... vraiment sur les véhicules plus lourds que les particuliers dans un premier temps. ouais. Ouais. Mais ma question, c'était plutôt hors véhicule, c'était le stockage à la maison de l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques. C'est en remplacement d'une batterie en domestique. Ça, c'est pas... L'hydrogène, non, je pense que c'est pas. Alors, pour des raisons D'accord. de sécurité, hein, Ouais. évidemment. D'accord. Donc, ça, c'est un gros inconvénient de la filière, hein, c'est Ouais. l'aspect sécurité. Bon, ben, Pour, merci beaucoup, pour- Eric. Merci beaucoup. bon, On va enchaîner donc maintenant sur les présentations des doctorants et merci à eux d'être présents. Là, c'était quand même merci à vous. une très belle conférence introductive. Donc maintenant, on va enchaîner sur c'est ça, 4 présentations. Donc on va commencer par Gustavo, qui est présent. Merci à lui. Et lui, il est au LGC à Toulouse. Donc je vous passe la parole pour une quinzaine de minutes, tout compris. Donc, vous voyez l'écran? Oui. Nickel. Donc, merci pour cette petite introduction. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Gustavo Totoli. Je suis doctorant en 2e année au sein du LGC, Laboratoire de génie chimique à Toulouse, sous la direction de Hélène Roux de Balmont, mais aussi au LBE sous la direction de Eric Trabi. Et les titres de ce projet, c'est la production d'hydrogène à partir du couplage à fermentation sombre et nanofiltration. Donc, un peu de contexte. Le point de départ de ces projets, c'est la production biologique par fermentation sombre. Alors, comme a très bien expliqué Rick, la fermentation sombre, c'est la conversion de la matière organique par l'action des bactéries en hydrogène, CO2 et des acides organiques. Alors, ce qui est très intéressant dans la fermentation sombre, c'est déjà sa faible consommation d'énergie par rapport aux méthodes traditionnelles de production d'hydrogène, mais aussi le fait qu'on peut convertir de la matière organique complexe, telle que par exemple les déchets, ce qui va nous garantir une très grande adaptabilité en termes des substrats. Même si c'est très intéressant, il y a bien entendu des inconvénients, notamment les rendements limités en hydrogène. Et ceux-ci sont associés notamment à un phénomène qu'on appelle rétro-inhibition. Comme je vous ai dit, lors de la fermentation, vous allez produire de l'hydrogène
mais aussi les acides organiques, tels que par exemple l'acétate, le butyrate et le lactate, qui peuvent inhibir la production d'hydrogène en différents niveaux. Donc voilà, il faut développer une stratégie pour essayer d'extraire ces inhibiteurs du milieu de fermentation. Et pour répondre à ces besoins, nous pouvons s'appuyer sur la nanofiltration. Alors, la nanofiltration, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un procédé membranaire qui va utiliser une différence de pression pour séparer les particules basées sur l'air paille et sur l'air charge. L'alimentation va être divisée dans deux courants, une qu'on appelle le perméa et le retentat. Alors, je ne vais pas trop entrer en détail sur les mécanismes derrière la nanofiltration, mais ce qui est très important à savoir, c'est que nous avons un transfert sélectif des différentes espèces. Et c'est pour cette raison, justement, que la nanofiltration, elle peut être très utile couplée avec la fermentation sombre. Par exemple, un système de couplage de fermentation sombre, nanofiltration. Dans un premier moment, vous allez produire de l'hydrogène, mais aussi des acides organiques, acétate, butyrate et lactate, qui peuvent être utilisés pour alimenter une étape suivante de nanofiltration. À partir d'ici, nous allons produire deux courants. Une courante qui peut être utilisée qui peut être valorisée dans des procédés, par exemple, de photofermentation ou électrosynthèse microbienne. Et un deuxième courant qu'on peut appeler une fraction réduite en inhibiteur. Celle-là, elle peut être recirculée dans les fermentaires pour essayer d'augmenter la production de hydrogène. Ceci, justement, ce couplage est l'objectif de ce travail que se ma thèse. Dans un premier moment, on essaye d'identifier et de caractériser ces inhibitions des acides organiques dans l'étape de fermentation sombre. Dans un deuxième temps, on essaye d'évaluer la performance de la nanofiltration, pas uniquement en termes d'extraction, mais aussi en termes de séparation de ces acides, pour pouvoir finalement développer un processus intensifié qui va coupler la fermentation sombre avec la nanofiltration. Alors, ceci est un projet qui est fait en 2 laboratoires. Notamment, l'étape de fermentation sombre est développée au sein du LGC à Narbonne, ici à Narbonne, alors que l'étape de nanofiltration, elle est développée au sein du LGC à Toulouse. Je voulais mentionner aussi que ce projet, il est cofinancé par la région Occitanie dans les cadres du défi clé hydrogène vert. Alors, pour cette présentation, je voulais vous présenter quelques petits résultats qu'on a pu obtenir pendant ma première année de thèse, notamment sur la partie nanofiltration qui a été développée à Toulouse. Donc, pour cela, la procédure expérimentale, nous avons utilisé des solutions synthétiques d'acétate, butyrate et de lactate dans ce qu'on appelle une cellule de filtration dead-end. Alors, cette cellule, on l'a équipée avec une membrane polymérique. Elle est disponible commercialement, hein. C'est la NF270. Bon, je voulais présenter des résultats qu'on a pu obtenir. Alors, une réponse qu'on cherchait dans la partie non-filtration, c'était l'évolution des proportions dans les perméas avec les flux de filtration. Je m'explique. Par exemple, si on avait une solution contenant de l'acétate ou du butyrate, on était intéressé à savoir comment les proportions de ces deux changent avec les flux de filtration. Donc ici, dans ce graphique, vous avez dans la verticale la proportion dans les perméas en fonction du flux de filtration. Cette première barre ici, elle représente la composition dans l'alimentation. Donc notamment, nous avons 50% d'acétate et 50% butyrate. Et on était justement intéressé à voir comment ces proportions évoluent. Donc on a vu que la proportion d'acétate augmente jusqu'à 70% et la proportion de butyrate diminue.
à 30%. Donc, ce qu'on a vu, c'est que le perméa, il est enrichi en acétate et appauvri en butyrate. Alors, cet enrichissement, il est notamment lié au fait que l'acétate, étant une molécule plus petite, est moins retenue par la membrane que le butyrate. Donc, c'est pour ça justement que le perméa s'enrichit en acétate. Bon, il est très intéressant de voir ces proportions, comment elles évoluent. Mais si on voulait traduire ça dans un numéro, dans un chiffre, on pourrait utiliser ce qu'on appelle un facteur de séparation. Alors, le facteur de séparation, il peut être vu comme un facteur d'enrichissement, par exemple. Il est calculé avec un ratio de concentration AB dans les perméas par rapport à l'alimentation. Ici, comme nous avons dans les cas acétate, butyrate, comme nous avons l'acétate moins retenu et enrichi dans les perméas, ce facteur de séparation, il représente un enrichissement en acétate par rapport au butyrate. Et du coup, nous, on était intéressés à savoir comment la composition du milieu, elle peut affecter cet enrichissement. Autrement dit, comment la composition du milieu peut affecter le facteur de séparation. Et du coup, c'est ça la question qu'on s'est posée dans cette partie de la thèse. Donc, un exemple de ce qu'on a vu. On s'est posé la question, est-ce que les proportions de acétate et des butyrates dans l'alimentation peuvent affecter ce facteur de séparation? Et donc, je vous présente ici ce qu'on a vu, qu'on a obtenu comme résultat. Sur la verticale, vous avez le facteur de séparation acétate-butyrate en fonction du flux de filtration, étant donné que chaque point représente une proportion dans l'alimentation différente. Et ce qu'on a vu, c'est non. Il n'y a pas d'effet des proportions acétate et butyrate sur le facteur de séparation. Et ça, pour nous, c'est très puissant, c'est très intéressant de voir. Parce que dans le contexte couplage, fermentation sombre, nanofiltration, c'est là, ça veut nous indiquer que la nanofiltration, elle peut garantir une même performance en termes de séparation pour n'importe quel type d'effluent. Si vous avez un effluent plus chargé en acétate ou en butyrate, les séparations vont être les mêmes, n'importe lequel l'effluent. Et ça, pour nous, c'est très intéressant. Donc, une autre question qu'on s'est posée, c'est que est-ce que la concentration dans l'alimentation, elle peut affecter le facteur de séparation? Et donc, voici ce qu'on a retrouvé. On voit qu'effectivement, il y a une diminution du facteur de séparation avec la concentration dans l'alimentation. Donc ici, vous avez 150, 300 et 500 millimolaires. Donc on a vu qu'effectivement, le facteur de séparation il diminue avec la concentration. Alors ceci, il est associé notamment au fait que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure au début de la présentation, la rétention en nanofiltration, elle est due aussi à la charge. Et ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on augmente la concentration, on diminue la rétention due à la charge. Donc, cette diminution du facteur de séparation avec la concentration, elle peut être liée à cette diminution justement avec la concentration en termes de rétention. Donc, pour conclure, dans un premier moment, dans la thèse, nous avons observé que la nature de la nanofiltration, notamment liée au facteur de séparation, est indépendante des proportions dans l'alimentation et qu'elle diminue avec la concentration totale. Pour les perspectives qu'on veut voir, c'est aussi l'influence du pH sur le facteur de séparation. On sait très bien que le pH est un paramètre très important sur la rétention des molécules, notamment des acides faibles comme l'acétate, butyrate et le lactate. Donc, on voulait savoir maintenant comment ça peut affecter justement la séparation, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus. Ce qu'on souhaite faire aussi, c'est travailler avec les jours réels de fermentation. Nous avons quelques indices de ce que ça peut représenter, mais c'est quelque chose qu'on voulait investiguer encore un peu. Dans le côté fermentation, on va essayer de comprendre mieux les mécanismes d'inhibition des acides organiques dans la fermentation sombre. On a pas mal de recherches là-dessus, mais il y a encore des travail à faire.
Et en termes de valorisation, je voulais vous dire rapidement que ce travail il a été pu présenter à la conférence, une conférence de génie de procédés qui a eu lieu en septembre à Berlin. On a fait une présentation orale. Et ce travail, il a été rédigé pour une publication qui est actuellement en cours de révision. C'est une publication notamment tournée vers la nanofiltration. Elle a été soumise à un journal spécifique sur les membranes. Et donc voilà, je voulais remercier Sylvain Gallier, qui était aussi un co-encadrant de cette thèse. Et merci à vous de votre attention. Merci beaucoup, Gustavo. Donc, très, très belle présentation. Merci encore pour ça. Alors, je n'ai pas vu de questions ni dans le chat, là, ni dans les questions-réponses. Je ne sais pas si dans les 42 participants, si quelqu'un a une question spécifiquement sur la présentation de Gustavo. Je vous laisse quelques secondes. Ah oui, il y a une Il me question. semble qu'il y a une question. Oui, il y Ouais. en a une de Yolène. Bonjour, merci pour la présentation. Comment seraient gérés les aspects colmatage en traitement des jus réels? Ah, excellente question. Ouais, c'est une très belle question, merci. Du coup, c'est effectivement quelque chose qui est inquiétant. Et pour cela, ce qu'on a prévu de faire, là pour l'instant, on n'a pas eu ce problème parce qu'on a des solutions synthétiques. Donc, le colmatage, ce n'était pas quelque chose qui nous a concerné dans le moment. Mais quand on va passer dans les jours réels, ça va être sûrement un problème. Et ce qu'on a pensé dans un premier moment, ça a été déjà fait, mais c'était d'implémenter une étape précédente à la nanofiltration, c'est-à-dire avec une membrane notamment plus ouverte, entre guillemets. Donc, il y a des travaux qui ont été faits dans les cadres par exemple, d'une fermentation, mais avant de passer à la filtration la plus petite, on fait par exemple une microfiltration ou une ultrafiltration. Ces membranes qui sont plus ouvertes vont nous permettre de justement d'enlever les particules qui peuvent être la cause de la colmatage dans la suite. Et ça nous permet justement d'éviter ces problèmes. Donc, avec de procédés membranaires plus ouverts, entre guillemets, on peut dire, avant la nanofiltration, on peut essayer de régler ces problèmes. Merci beaucoup, Gustavo. Moi, j'ai une petite question, justement. À partir du moment où on utilise des membranes, je ne sais pas quels sont les matériaux des membranes, mais donc, quelle est l'empreinte, je dirais, écologique de cet usage de membranes dans globalement l'empreinte de la production d'hydrogène? Alors, pour la nanofiltration, ce qui est intéressant avec la nanofiltration, c'est qu'il y a un procédé à très bas coût énergétique. Par exemple, et on sait très bien qu'on peut faire des séparations des acides organiques par distillation. Distillation, on sait très bien que c'est un coût énorme. Donc, du coup, ça va forcément avoir une empreinte carbonique plus importante. L'avantage de la nanofiltration, c'est qu'en termes de coût, et je fais la supposition aussi en termes de coût carbonique, entre guillemets, c'est quelque chose d'assez bas. Du coup, c'est un procédé que nous permet d'avoir ça et de garder un peu l'empreinte carbonique. Merci beaucoup, Gustavo. On va passer à l'exposé suivant et on va progresser un peu plus dans la connaissance sur l'hydrogène et le génie des procédés avec Majd El Sadiq du laboratoire Rhapsody à Albi. Donc, alors oui, bonjour Maj, est-ce que tu peux reprendre la main? Bonjour, oui, bien sûr. Ah, c'est bon? Voyons. Ouais. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Très bien. Merci déjà. Merci tout le monde pour être Et à venu. toi. Merci. Et je me présente, je suis Majd El Sadiq, ingénieur de recherche au Centre Rhapsody à l'École des Mines à Albi, où j'ai également effectué mes travaux de thèse. Aujourd'hui, je vais vous parler de la production d'hydrogène par la gasification de la biomasse dans une approche de bioraffinage. Et notamment, je vais présenter
une partie des résultats qu'on a obtenus durant la thèse qui a été soutenue en décembre 2022. Un petit rappel sur les enjeux pour limiter le réchauffement climatique d'ici fin du siècle par la réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre et atteindre la neutralité carbone en 2050. À l'échelle, l'Europe, dont la France fait partie, pour y parvenir, la feuille de route consiste en 4 de technologies de rupture. Donc, en plus de l'électrification des procédés, l'hydrogène bas carbone, la biomasse, ainsi que la captation, l'utilisation et le stockage de carbone sont les clés de décarbonation. Donc, des investissements massifs sont nécessaires dans l'innovation et le déploiement de ces solutions. Aussi un petit rappel de ce qu'a dit Eric sur l'hydrogène. En fait, il y a plusieurs façons de le produire. Chaque méthode est associée à une couleur selon l'impact environnemental, qui est équivalent au taux d'émission de CO2. Quand il est produit par le charbon fossile, il est noir ou marron. Il est également peut-être produit par le reformage du gaz naturel, qui est le méthane, qui est la technologie la dominante aujourd'hui. Il est qualifié comme gris quand ce CO2 produit est capté, utilisé et stocké, l'hydrogène est dit bleu. Aujourd'hui, on parle aussi d'hydrogène blanc, qui est l'hydrogène qui se trouve naturellement dans le sous-sol. En ce qui concerne l'hydrogène vert, qui est produit par l'électrolyse de l'eau, il est considéré comme renouvelable, sûrement il est renouvelable, vu que l'électricité provient d'origine éolienne, solaire ou hydroélectrique. Il est dit bas carbone quand l'électricité provient du nucléaire. Concernant l'hydrogène à partir des bioressources, parfois appelé biohydrogène, il y a plusieurs technologies de production, comme le reformage de biogaz, la méthanation biologique et la thermoconversion de la biomasse. Chaque technique présente un bilan carbone propre à elle-même. Mais en général, la biomasse est considérée comme énergie renouvelable, comme on considère que le CO2 émis lors de la production est équivalent à celui qui est absorbé lors de la photosynthèse. Bon, à savoir que le niveau de maturité est différent par rapport à chaque technologie, mais en général, aujourd'hui, l'hydrogène ou les technologies de production d'hydrogène par les bioressources ont un niveau de maturité qui est au-dessus de 5. Donc, la technologie passe à des tests dans un environnement réel, mais pas encore opérationnel ou commercialisé. En ce qui concerne la thermoconversion de la biomasse, notamment la pyrogasification, c'est une technologie qui est considérée comme prometteuse. Déjà, pour le définir, c'est un procédé endothermique qui consiste à convertir la biomasse en combustible gazeux nommé gaz de synthèse. Ce gaz de synthèse, une fois produit, il passe par des étapes de purification et séparation afin d'arriver à la génération d'hydrogène pur. En termes de procédé, la gasification a lieu à des hautes températures, donc notamment au-dessus de 700 degrés, dans un environnement pauvre en hydrogène, nécessitant un oxydant, bien sûr, qui peut être l'oxygène, la vapeur d'eau, le CO2 ou un mélange de ces gaz. En fait, il n'y a pas un standard concernant le gaz de synthèse, mais en général, le ratio H2 sur CO est la caractéristique clé de ce combustible. En ce qui concerne les procédés de pyrogasification, on peut les regrouper sous 2 types ou 2 familles.
Les procédés à un seul étage, où la pyrolyse et la gasification ont lieu dans le même réacteur. Ces procédés sont connus par le faible coût d'exploitation. Par contre, au niveau de la qualité de gaz, donc le pourvoir calorifique et la teneur en polluants sont les inconvénients de ce type de procédé. En parallèle, aujourd'hui, les procédés à multi-étages sont en cours de développement, un déploiement à l'échelle industrielle, où les tables de procédés ont lieu ou sont séparées physiquement, donc ont lieu dans des réacteurs séparés, qui offrent en fait une meilleure qualité au niveau de gaz, donc pouvoir calorifique, et qualité. Par contre, les coûts d'exploitation sont beaucoup plus élevés que celles dans les procédés à un seul étage. Revenons en général sur les procédés de la pyrogasification. Elle présente déjà des efficacités plus élevées à d'autres types de procédés. Et aussi, elle offre en fait l'avantage que le gaz produit peut être utilisé dans différents types d'applications. Par contre, les coûts de purification du gaz et même les problèmes de désactivation des catalyseurs, en plus de la hétérogénéité de la biomasse utilisée en termes de composition, sont les principaux obstacles qui limitent le développement de ce type de procédé. Si on regarde la biomasse en tant que ressource, c'est une ressource bien sûr renouvelable avec une structure polymétrique qui consiste en 3 polymères, la cellulose, les hémicelluloses et la lignine. À l'instar du pétrole, la biomasse peut être raffinée en séparant ses composants qui peuvent être utilisés dans un large spectre d'applications, en allant des molécules, des produits à valeur ajoutée, des molécules plateformes ou même de l'énergie. Donc, cela, en fait, a suscité l'intérêt de développer les procédés de bioraffinage pour séparer ces composés. Aujourd'hui, les procédés de séparation ou de traitement de la biomasse de type chimique sont les dominants, vu leurs avantages. Et ce type de procédés, on peut aussi les regrouper en deux familles. Les procédés soufrés, donc c'est les procédés en fait utilisés dans l'industrie papetière, type Kraft, sulfite, qui sont les procédés conventionnels, qui offrent en fait un haut rendement en cellulose. Par contre, les problèmes de pollution et aussi la qualité des produits limitent la valorisation de ces polymères séparés, notamment à la lignine. En parallèle, aujourd'hui, les procédés non soufrés, en spécifique de type organosolv, sont des procédés qui consistent à utiliser des solvants organiques comme les alcools, les acides organiques, ou qui offrent une séparation de ces polymères, déjà avec un degré de pureté plus élevé, et aussi qui offre aussi la possibilité de recycler les solvants. Par contre, la nature énergivore de ces procédés et aussi du recyclage des solvants sont vraiment les limites ou les défis du développement des procédés organosolv. Donc pour cela, la feuille de route consiste à utiliser des conditions de traitement modérées, également à identifier les potentielles applications des produits, en même temps maximiser ou optimiser la séparation. Dans ce contexte, ma thèse, les travaux de ma thèse, qui a été cofinancée par la région Occitanie et la société BioEb. Cette société a développé un procédé de séparation chimique de la biomasse basé sur l'acide formique. Ce procédé est non dégradif et opère à des conditions modérées de température, déjà une température inférieure à celle de l'évolution de l'eau et à pression atmosphérique. La profitabilité ou la rentabilité de ce procédé
et que ces composés, donc la lignine, les hémicelluloses et la cellulose, une fois séparés, peuvent être introduits dans des applications industrielles sans changer déjà les infrastructures ou les utilisations. Par exemple, la lignine peut substituer le phénol, les hémicelluloses produits sous forme de sirop peut servir dans la production de l'alimentation animale. Et en ce qui concerne la cellulose, en plus de ces applications conventionnelles, donc l'industrie papetière, ce polymère séparé dans la phase solide et présente déjà une composition plus homogène que celle de la biomasse en termes de composition inorganique, les minéraux, et peut être utilisé comme combustible pour la gasification. Donc, tenant compte des avantages de la pyrogasification et des procédés organosolves, en fait, il y avait un intérêt à coupler les deux. La gasification, ou plutôt le procédé, le traitement de la biomasse offre l'avantage de produire un combustible plus homogène et en éliminant une partie des précurseurs de polluants qui peuvent se trouver dans le syngas produit en aval. Et le potentiel de la gasification pour produire un gaz riche en hydrogène pour compenser une partie de l'énergie consommée par le traitement organosolve. La biomasse, durant la thèse, les biomasses ont été sélectionnées selon les gisements dans la région Occitanie. C'est pourquoi la paille de blé et la sciure du bois résineux ont été sélectionnés. Si on veut voir un peu la rentabilité du procédé, on part sur l'hypothèse basée sur les prix de produits. Donc, pour une tonne de biomasse sèche, on arrive à produire des produits à peu près en passant de 200 € la biomasse jusqu'à 600 € si on fait la somme des trois produits en tenant compte de la composition de la biomasse. Notamment, la principale source de revenus vient de la lignine qui peut être substituée qui peut substituer en fait le phénol avec un prix de vente aujourd'hui entre 1000 et 1300 $. Dans le cas de ma thèse, l'objectif déjà c'était d'optimiser les conditions d'extraction à l'échelle labo afin de trouver un temps optimal d'extraction qui peut optimiser la consommation d'énergie. Une fois cette étape a été effectuée, on est passé à la montée en échelle jusqu'à une capacité à traiter 40 kg de biomasse, notamment la sciure de bois. Ensuite, la production d'hydrogène a été étudiée à l'échelle labo dans un réacteur semi-continu, déjà afin de comprendre l'effet du combustible, donc la pâte de cellulose, la biomasse, et de les comparer à des celluloses commerciales, et en même temps d'étudier l'effet des conditions opératoires. Au niveau des résultats, là, je vous présente en fait à gauche la figure de la composition inorganique de la sciure de bois et la cellulose extraite en verre de cette sciure et celle d'une cellulose craft commerciale. Et on peut voir en fait que l'extraction en milieu acide avait un effet significatif sur la teneur en métaux alcalins, notamment potassium, qui a un effet catalytique sur la gasification, et sur le silicium, qui a l'effet contraire, donc inhibiteur, sur la gasification du carbone. Donc, la cellulose ou l'élément inorganique principal dans la cellulose, c'était le silicium. Donc, ce qui avait un impact. Est-ce qu'il est possible, Maj, d'abréger parce que là, on est en train de déborder. J'ai fini, presque fini. Ah, ouais, parfait, merci. En fait, ce silicium avait un impact sur la production d'hydrogène par la gasification de cette cellulose. On peut voir en fait dans la figure à gauche un rendement faible en hydrogène par rapport à cette cellulose. Par contre, la composition du gaz n'a pas été impactée, considérant que le silicium n'a pas un effet inhibiteur sur les réactions gaz. Pour juste évaluer le procédé, en couplant le traitement organosolve et la gasification, en fait, des travaux de simulation de procédé ont été effectués en partant sur une base de production d'1 kg par heure d'hydrogène.
et en réalisant une étude d'intégration de chaleur pour l'efficacité énergétique du procédé couplant les deux couplant en fait les deux étapes a été évaluée à peu près à 26%, ce qui est un peu ce qui est plus faible que celle rapportée dans la littérature pour les procédés de gasification, ce qui montre en fait la nature énergivore de ce type de traitement organosolve. Là, en fait, je reviens sur Est-ce qu'on peut terminer, Maj, s'il te en plaît? fait, j'ai terminé. Ah bon, bah alors Voilà. super. Je On reviens va juste en fait pour la question ou la notion de captation de carbone en regardant en voyant que la biomasse, en ajoutant ou en effectuant une captation de carbone sur ces procédés de valorisation, on peut arriver à des bilans, plutôt des bilans carbone ou des émissions de carbone négatifs. Les travaux de thèse ont été valorisés par plusieurs types de publications, déjà des articles, un dépôt d'un brevet, un review rédigé avec Maria, et même un article dans une magazine scientifique. Et merci pour votre attention. Des questions. Merci, Maj. Alors, bon, on a pris 5 minutes de retard, mais on va quand même prendre le temps d'une question. Si tu peux répondre très rapidement, par contre. Voilà, il y a une question de Maxime qui est: quel est l'impact de la filtration sur la consommation énergétique du procédé de production? Oui, ça, j'ai présenté dans l'avant-dernier slide. On a fait une étude, on a comparé en fait la gasification toute seule et le procédé global couplant la gasification et le traitement. Et il y avait à peu près 40% plus de consommation énergétique. Mais toujours en partant de l'hypothèse basée sur les prix des produits issus de l'extraction. Donc la lignine, les hémicelluloses et l'hydrogène, ou on dit la cellulose. Ok. Voilà. Ben, merci beaucoup pour la présentation et puis pour la réponse aux questions. On va passer, comme on a pris un petit peu de retard, on va passer tout de suite à l'exposé suivant de Lucie Perra, qui est du LBE de Oui. Narbonne. Et ben, merci, à toi de jouer, Lucie. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui. Très bien. Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Lucie Perra, je suis doctorante en fin de deuxième année au LBE, le laboratoire de biotechnologie de l'environnement de Narbonne. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'amélioration de la production d'hydrogène à partir de mélanges de déchets en fermentation de sonde. Donc, cette présentation s'inscrit dans le cadre de ma thèse qui traite de la caractérisation et des stratégies de mise en mélange d'intrants pour l'optimisation de la production de biohydrogène par fermentation à partir de déchets organiques. Et donc, cette thèse fait partie du projet Méline BioH, donc le mélange d'intrants pour la production de biohydrogène, qui est un projet qui est cofinancé par la région Occitanie et Engilab Crigène. Alors, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais Eric et Gustavo vous ont déjà bien présenté ce qu'était la fermentation sombre. Donc, c'est une voie de production d'hydrogène biologique qui permet de valoriser de la matière organique complexe et où on va donc obtenir de l'hydrogène vert, du CO2, mais également des AGV, des acides gras volatiles comme principalement l'acétate et le butyrate. Cependant, on peut aussi avoir en culture mixte, on peut aussi avoir des voies compétitrices ou des voies métaboliques consommatrices d'hydrogène qui peuvent être suivies selon les conditions opératoires appliquées ou le type de substrat utilisé. Et notamment, ce qui a été montré dans la littérature, c'est que selon la nature du substrat et surtout sa composition, on va avoir des impacts différents sur la production d'hydrogène. Il a été montré dans la littérature, notamment en travaillant sur des substrats individuellement, que la teneur en sucre va avoir une corrélation positive. En fait, il y a une corrélation positive entre le rendement d'hydrogène et la teneur en sucre, et plus particulièrement la teneur en sucre soluble. Donc ici, vous avez deux exemples de la littérature de corrélation linéaire entre le rendement en hydrogène et la teneur en sucre soluble de différents types de substrats. Le problème, c'est que si l'on cherche à intégrer ou à coupler la fermentation sombre avec d'autres types de procédés comme la méthanisation pour valoriser des déchets, il va falloir prendre en compte le fait que les flux de déchets que l'on cherche à traiter vont avoir une composition complexe. En fait, ça va être un mélange de substrats avec une composition qui va varier dans le temps. Et il a été montré dans la littérature qu'on pouvait observer des interactions lorsqu'on travaillait parfois en mélange de substrats.
Alors, ces interactions, comment on fait pour les identifier? On va en fait comparer le rendement attendu avec le rendement expérimental. Quand je parle de rendement attendu, c'est en fait la somme pondérée des rendements hydrogène individuels de chaque composé d'un mélange donné. Et donc, dans certains cas, on va observer un rendement expérimental qui va être supérieur au rendement attendu. On parle alors d'interaction positive ou de synergie. Dans le cas contraire, on va parler d'interaction négative quand le rendement expérimental est inférieur au rendement attendu. Et dans le cas où le rendement attendu est identique ou similaire au rendement expérimental, on considère qu'il n'y a pas d'interaction, on parle alors d'additivité de la production d'hydrogène. Et donc, l'objectif de ma thèse, c'est de pouvoir mieux comprendre ces interactions et pouvoir caractériser les ressources et les stratégies de mélange qui pourront ensuite nous servir pour pouvoir mieux valoriser et aider au développement de la valorisation de déchets dans la filière de traitement de déchets. Donc, d'où l'intérêt de mieux comprendre quels sont les mécanismes derrière les interactions parfois observées. Pour cela, dans un premier temps, au cours de ma thèse, j'ai cherché à étudier différents substrats individuellement et donc comparer leurs performances de production. Puis, à partir de ces substrats individuels, de créer des mélanges et de faire varier la composition de ces mélanges et comparer donc les performances de production pour ces mélanges. Pour cela, on est parti d'une soupe de biodéchets reconstitués, issue des travaux de Kevin Dobtin, et nous avons étudié séparément chaque fraction de cette soupe de biodéchets. Donc on a du steak haché, du pain, du yaourt, du poisson pané, etc. Et on a également rajouté du seigle ensilé. Donc ces substrats ont été étudiés individuellement, puis en mélange, et on a comparé les performances de production. Donc pour étudier ces différents substrats, on a réalisé ce qu'on appelle des BHP, les Biochemical Hydrogen Potentials, qui est assez similaire au BMP, où on va étudier le rendement hydrogène d'un substrat donné en présence d'un inoculum. Ici, c'est de la boue de station d'épuration aérobie qui a été pré-traitée thermiquement. Donc je vais pas rentrer plus dans les détails, mais on a ensuite suivi donc au cours du temps la fermentation. Donc on va suivre la composition du gaz, donc la teneur en hydrogène, en CO2, méthane, et la pression au cours du temps à partir d'un micro-GC. Et on a ensuite modélisé la production à partir du modèle de Gompertz. Donc le modèle de Gompertz, on a 3 paramètres, la phase de latence, lambda, la vitesse maximale de production et la quantité maximale produite au cours du temps. Et également les métabolites qui ont été suivis au cours de la production au temps initial et au temps final. Le temps final étant considéré comme le moment où on atteint la phase de plateau pour la production d'hydrogène. Au niveau des résultats, donc vous avez ici le rendement hydrogène moyen pour les substrats étudiés individuellement. Et nous avons essayé de regrouper ces substrats selon leur performance de production. Donc on va avoir la première famille où on aura un rendement supérieur aux alentours de 130 ml THG par gramme de matière volatile, MV. On a également la deuxième famille, on va avoir des performances plutôt intermédiaires. Et ensuite, la troisième famille, on voit peu ou quasiment pas de production d'hydrogène. Donc c'est le cas pour le steak haché et le seigle ensilé. À partir de cette classification, nous avons créé des mélanges. En fait, on est parti d'un premier mélange donc, qui était composé à peu près en équilibre avec les 3 familles, donc les 3 briques, la famille 1, la famille 2 et la famille 3. Donc on appelle cela le mélange de référence, et à partir de ce mélange de référence, on a soit multiplié par 2 ou divisé par 2 le pourcentage brut des composés d'une famille donnée. Donc ici, sur le diapo, par exemple, vous avez la famille 1 multipliée par 2 ou la famille 1 divisée par 2. Ce qui fait qu'au total, on se retrouve avec 7 mélanges, le mélange de référence et 6 nouveaux mélanges. Pour essayer d'identifier s'il y avait des interactions lorsqu'on travaillait en mélange, on a donc comparé le rendement expérimental des mélanges avec le rendement attendu. Donc vous avez ici les rendements attendus qui sont représentés en gris foncé avec le rendement expérimental en gris clair, donc que ce soit pour le mélange de référence ou les 6 mélanges, donc la famille 3 multipliée par 2 ou divisée par 2, la famille 3 multipliée par 2 ou divisée par 2, etc. Donc on peut voir sur ce graphique que pour tous les mélanges, excepté la famille 3 multipliée par 2
et la famille 1 multiplié par 2, on avait un rendement expérimental qui est significativement supérieur au rendement théorique, avec un écart significatif aux alentours de 20%. Donc on observe des interactions positives lorsqu'on travaille en mélange. Maintenant, il reste à savoir pourquoi est-ce qu'on observe ces interactions. Pour avoir un peu plus d'éléments de réponse, on a essayé de comparer les cinétiques de production, donc à partir du modèle de Gompertz. Donc ici, on s'est concentré sur la comparaison de la vitesse maximale de production et la phase de latence pour les mélanges, représentés en rouge, et les substrats individuels. Au niveau de la vitesse maximale de production, on voit que les mélanges ont une vitesse maximale de production donc nettement plus rapide que les substrats individuels. De manière similaire, on voit que la phase de latence a été significativement réduite en mélange par rapport aux substrats individuels. Donc, finalement, le fait de travailler en conditions de mélange, on va observer une vitesse de production qui va être plus rapide. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails là-dessus, mais on a également observé, à partir d'analyses microbiologiques, que cette production rapide d'hydrogène s'est également traduite par des conditions visiblement défavorables pour la croissance des homoacétogènes. Donc les homoacétogènes, ce sont des bactéries consommatrices d'hydrogène qui visiblement n'ont pas pu se développer comme il fallait en conditions de mélange par rapport aux conditions individuelles. Précédemment, je vous ai montré que dans la littérature, on observait une corrélation linéaire entre le rendement hydrogène et la teneur en sucre soluble dans la littérature. Et donc, l'objectif de ma thèse, c'était également de voir si cette corrélation était toujours valable si l'on travaillait avec des mélanges, puisqu'on observait parfois des interactions. Donc pour cela, on a analysé la teneur en sucre soluble et facilement extractible. Donc ce dosage se fait à partir de dosage de sucre en trône. Donc ce sont des sucres solubles mais également extractibles puisqu'il y a eu au préalable une étape d'hydrolyse à l'acide chlorhydrique. Et on peut voir que ce soit pour les substrats individuels ou pour les mélanges, il semblerait bien qu'on ait toujours une corrélation linéaire entre le rendement hydrogène moyen et la teneur en sucre soluble. Donc cette corrélation est toujours valable, que ce soit pour les substrats individuels ou pour les mélanges. Et donc finalement, cette teneur en sucre soluble et accessible est un bon indicateur pour prédire les performances de production pour des substrats individuels et des mélanges. Pour compléter mes résultats, j'ai rajouté les données observées dans la littérature que je vous ai présentées précédemment, donc l'étude de Xinmei Guo et de Florian Monlot. Et on peut voir que finalement, la corrélation que j'observe pour mes substrats individuels et pour les mélanges est validée avec les données de la littérature. Donc, en conclusion, j'ai observé, lorsqu'on travaille en conditions de mélange, des interactions positives qui s'est traduite par une production d'hydrogène qui a été plus rapide en conditions de mélange. Ces conditions de mélange semblent être défavorables pour les bactéries homoacétogènes. Donc, on a une production plus rapide d'hydrogène et donc ces bactéries n'ont pas le temps de se développer, donc de consommer l'hydrogène. On a également observé que la teneur en sucre soluble et facilement extractible était un indicateur intéressant pour estimer le potentiel hydrogène de mélange ou de substrat individuel. Ces premiers résultats permettent d'avoir une meilleure compréhension du phénomène d'interaction que l'on peut observer en mélange et ça permet également de pouvoir nous aider pour donner des pistes pour le contrôle du procédé de fermentation sombre si par exemple on cherche à le développer sous forme de réacteur continu par exemple. Et donc on est maintenant capable de pouvoir estimer le potentiel de production d'hydrogène d'un gisement de déchets ou de flux d'intrants donné à partir de sa teneur en sucre. Donc ces résultats ont été présentés lors de la conférence CETICEB à Marseille en mai 2023. Voilà, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, merci. Merci beaucoup, Lucie. Alors, en plus, très bon timing, merci. Alors, j'ai pas vu de questions sur le QR. Donc, peut-être on peut prendre une minute si quelqu'un a une question pour la faire passer dans le petit icône en bas QR à transmettre à Lucie. Sinon, on la transmettra plus tard.
Moi, j'ai une petite question, c'était est-ce qu'il y a une capacité là avec les corrélations, enfin, ou la corrélation que tu as trouvée, est-ce qu'il y a un moyen de prédire ce qui se passerait si on faisait rentrer un autre produit que un de ceux qui étaient dans le mix que vous avez envisagé, quoi? Sur la base de sa composition, est-ce qu'on a une capacité à prédire un petit peu ce qui pourrait se passer? Oui, alors c'est tout l'intérêt en fait de cette corrélation, c'est que c'est possible en fait de créer des modèles de prédiction où on peut, en connaissant la teneur en sucre d'un substrat, de n'importe quel substrat, on peut avoir une estimation donc de son potentiel de production d'hydrogène. Très bien, merci. Il y a une autre question donc, là, de Hélène qui demande, bon, merci d'abord pour cette très belle présentation. Si on prédit à partir du seul taux de sucre, cela signifierait qu'il n'y a pas d'inhibition spécifique, point d'interrogation? Alors, je suis pas sûre de comprendre la question. Quand vous parlez d'inhibition spécifique, c'est l'inhibition au niveau de la concentration ou de la charge organique? Alors, je ne peux pas te dire parce qu'elle ne va pas pouvoir répondre. Donc, je te laisse répondre à ce qui te paraît le plus vraisemblable. Donc, je répète, hein, si on prédit à partir du Euh, seul taux de sucre, cela signifierait qu'il n'y a pas d'inhibition spécifique. Je suppose d'autres molécules que le sucre. Alors, moi, pour mes résultats, de ce que j'ai vu, et ce qui était surtout vu dans la littérature, vraiment, le paramètre qui a le plus d'influence, ça va être la teneur en sucre. Mais on peut aussi observer dans certains cas, c'est pas forcément des inhibitions, mais par exemple, on peut regarder le C sur N, donc le ratio carbone sur azote, peut aussi parfois avoir un impact sur la production d'hydrogène. Donc il faut arriver en fait à estimer ce ratio, trouver le ratio optimal pour favoriser une production d'hydrogène. Et ça peut aussi expliquer parfois les interactions que l'on observe en mélange. En fait, c'est difficile de dire les sucres ont toujours une influence positive, les protéines ont toujours une influence négative. Ça va vraiment dépendre des conditions de fermentation, du type de substrat utilisé et surtout de la charge, en fait, de la concentration. Parce que si on est trop chargé en sucre, on va peut-être ne pas produire d'hydrogène, mais plutôt suivre d'autres voies métaboliques. On va produire peut-être des acides organiques plus que de l'hydrogène. Donc, c'est un peu un équilibre à trouver, je dirais, entre, oui, la concentration en sucre a le plus d'influence par rapport aux protéines et aux lipides, mais c'est pas le seul facteur qu'il faut prendre en compte, je pense. Et merci Lucie, on va s'arrêter là pour toujours essayer de suivre l'horaire au mieux. Et donc on va passer au dernier exposé de Léa Laguillaumy et qui est du TBI, donc du Toulouse Biotechnology Institute, comme son nom l'indique, à Toulouse. Merci Léa, si tu peux partager ta présentation. Ouais, super, merci. Et juste avec Bonjour, Lucie, tu as bien ouais. répondu à Hélène. Voilà, Est-ce que vous voyez bien ma présentation? absolument. Ok. Euh, hop. Bonjour à tous. Je remercie le comité d'organisation de la SFGP de me permettre de présenter ce matin. Je vais vous présenter non pas une voie de production d'hydrogène, mais plutôt une voie d'utilisation d'hydrogène et donc d'application. Je suis en postdoc à TBI à Toulouse, là où j'ai effectué ma thèse avec Claire Dumas et Étienne Paul. Et je vais vous présenter donc une stratégie d'ingénierie des consortia microbiens pour convertir des mélanges de gaz hydrogène et CO2 en méthane ou en carboxylate. Donc, juste pour introduire la thématique, donc on s'intéresse ici particulièrement à la valorisation du CO2 à sa transformation, surtout en molécules, soit pour le secteur de la chimie ou bien de l'énergie. Et donc, aujourd'hui, la majeure partie du CO2 qui est reconvertie, elle est surtout reconvertie pour produire de l'urée et donc destinée plutôt au milieu agricole pour la production de fertilisants. Cependant, il y a tout un tas d'autres molécules qu'on peut obtenir par la réduction du CO2 et ainsi essayer de substituer la pétrochimie et moins recourir au carbone fossile.
Et dans le cadre de ma thèse, je me suis particulièrement intéressée à la production de méthane ou à la production d'acide acétique. Et donc, pour réduire du CO2, il faut une source d'énergie qui peut être donc de l'hydrogène renouvelable dans l'idéal. Donc juste un petit topo sur les micro-organismes homoacétogènes qui m'ont beaucoup intéressée pendant ma thèse. C'est ceux qui réalisent la réaction de conversion de l'hydrogène et du CO2 en acide acétique. Donc ils ont été découverts, au siècle dernier. La réaction a été, premièrement identifiée dans des digesteurs anaérobies et ensuite les micro-organismes ont été, isolés puis caractérisés et la voie, métabolique de Wood-Langdal a aussi été élucidée. Aujourd'hui, on connaît une soixantaine d'espèces d'organismes homoacétogènes. On sait que certains peuvent aussi consommer du monoxyde de carbone ou des composés méthylés comme le méthanol par exemple. Et on sait aussi que certaines peuvent produire d'autres composés que l'acide acétique, par exemple l'éthanol, ce qui peut être très intéressant lorsqu'elles sont cultivées en coculture ou en consortia, puisqu'on peut ainsi, par des interactions avec d'autres micro-organismes, faire de l'élongation de gènes et donc produire des carboxylates à plus haute valeur ajoutée, ou bien même des polymères de type PHA. Donc ça fait de ces micro-organismes des candidats intéressants pour développer des procédés de microbiologie industrielle pour produire des molécules à haute valeur ajoutée. Et dans le cadre de ma thèse, on s'est intéressé à l'utilisation de consortia microbiens pour réaliser cette réaction. Donc les consortia microbiens, c'est quoi? En tout cas, ceux qu'on utilise, nous, sont des consortia naturels, donc on va plutôt retrouver soit dans la nature, par exemple dans les intestins de certains animaux, soit dans les sols ou bien dans d'autres bioprocédés comme des digesteurs anaérobies, des stations d'épuration et cetera. Et donc dans le cadre de ma thèse, j'ai plutôt utilisé des consortia issus de digesteurs anaérobies puisqu'a priori, ils doivent contenir des micro-organismes homoacétogènes. Cependant, lorsqu'on s'intéresse à cette réaction, on se heurte très rapidement à une compétition forte pour le même substrat avec les micro-organismes méthanogènes, hydrogénotrophes, qui, elles, sont des archées et vont produire du méthane à partir du même substrat. Donc, un des grands objectifs de ma thèse a été de comprendre cette compétition microbienne pour la contrôler dans un bioprocédé. Et donc dans la littérature, il y a plusieurs stratégies pour faire ça. Certains utilisent des inhibiteurs chimiques ou bien des traitements thermiques. Et nous, on a voulu essayer de développer une stratégie plutôt d'ingénierie des consortia. Donc on s'est intéressé aux effets des paramètres environnementaux au sein des procédés sur la compétition microbienne pour pouvoir l'orienter. Donc tout d'abord, on a vu que dans la littérature, il y avait un fort effet des augmentations de pression partielle sur la production d'acétate, notamment dans des procédés de fermentation sombre ou de digestion anaérobie ou aussi de méthanation. Donc ça nous a mis sur la piste un petit peu qu'il fallait explorer ce paramètre-là pour peut-être orienter la compétition et que donc la disponibilité en hydrogène était clé probablement dans la compétition. Donc pour cela, après ce constat, on s'est intéressé du coup à aux équations classiques et un peu simplifiées du système qui nous intéresse, donc avec une croissance et surtout un transfert du gaz vers le liquide et aussi aux thermodynamiques des réactions. Et donc les paramètres sur lesquels on peut jouer quand on s'intéresse à la disponibilité en hydrogène, c'est notamment le transfert de gaz dans le procédé et donc le coefficient de transfert et aussi les pressions partielles qu'on va appliquer dans le procédé qui vont permettre de favoriser thermodynamiquement la réaction. Donc on a mis en place un procédé qui est un bioréacteur continu sur la phase liquide et dans lequel on arrive à maintenir des pressions de partiels en hydrogène et en CO2 élevées de manière à favoriser la réaction. Et on a testé dans ce système une gamme de pH et une gamme de taux de dilution pour essayer d'explorer un petit peu la compétition microbienne entre les méthanogènes et les acétogènes et donc d'essayer de mieux la comprendre. Donc ici, c'est une synthèse des différentes campagnes expérimentales qui ont été réalisées. Donc vous voyez qu'on a fait certains réacteurs à pH plutôt neutre et d'autres à pH plutôt faible et qu'on a balayé des taux de dilution entre 0,2 et 1 jour moins 1. Donc le premier constat, c'est que donc en bleu,
sont représentés les réacteurs dans lesquels on a pu identifier des homoacétogènes lors des analyses microbiologiques, et en rouge lorsqu'on a pu identifier des méthanogènes. On voit que sur ces deux essais-là, on a eu simultanément des méthanogènes et des acétogènes. En revanche, sur ces deux-là, on a eu seulement des homoacétogènes. Ce qu'on peut voir aussi qui est très intéressant, c'est que si on s'intéresse aux espèces qui ont été sélectionnées dans les consortia dans ces différents réacteurs, on voit qu'on n'a pas du tout sélectionné les mêmes en fonction des différentes conditions. Et donc ça montre une certaine robustesse finalement de l'utilisation des consortia microbiens pour une même fonction, puisque la diversité que ces consortia contiennent permettent de sélectionner des micro-organismes qui font la fonction souhaitée dans une large gamme de paramètres. Donc ça nous a permis d'identifier aussi qu'au-delà d'un certain taux de dilution, on arrivait à éliminer les méthanogènes de nos réacteurs, ce qui a été un résultat assez satisfaisant de ma thèse. Lorsqu'on s'intéresse ensuite aux productivités en acétate, on voit ici qu'à pH neutre, on a des productivités en acétate bien supérieures que celles obtenues à pH 5. Et on voit aussi que le taux de dilution, notamment à pH neutre, a eu un effet sur la productivité. Et donc, ça nous a mis sur la piste qu'il y avait sûrement un contrôle thermodynamique de cette réaction, puisque lorsque on augmente le taux de dilution dans le réacteur, on va diminuer la concentration du produit et donc diminuer l'énergie libre de Gibbs, qui donc favorise d'autant plus la réaction. En revanche, on voit qu'à pH 5, le taux de dilution n'a pas eu d'effet et qu'on a toujours des productivités plutôt faibles et du même ordre de grandeur. Donc ça peut être aussi expliqué par cet effet thermodynamique, mais cette fois par les protons qui donc à pH 5 vont avoir une concentration supérieure et donc cette fois-ci augmenter l'énergie libre de Gibbs et donc défavoriser cette réaction. Donc à pH 5, on aurait plutôt une limitation thermodynamique de la réaction. Donc finalement, ces campagnes expérimentales, elles nous ont permis d'explorer un petit peu la compétition microbienne dans des réacteurs continus et de pouvoir à la fois sélectionner dans les consortia microbiens et aussi de faire de la production d'acétate en continu dans un même procédé. Et ça nous a aussi permis d'identifier un facteur clé qui est donc la disponibilité en hydrogène et aussi le lien avec les aspects thermodynamiques de cette réaction. Donc en conclusion, comme je vous l'ai dit, on a pu identifier un taux de dilution critique pour les méthanogènes hydrogénotrophes en réacteur continu. J'ai oublié de mentionner que ces réacteurs ont été réalisés à 35 degrés à pression atmosphérique. On a aussi identifié un contrôle thermodynamique de la réaction d'homoacétogénèse et notamment que lorsqu'on augmente le taux de dilution à pH neutre, on est capable d'augmenter les productivités en acétate. En revanche, à pH acide, la limitation thermodynamique était beaucoup plus forte. Donc ces résultats ont constitué une preuve de concept d'un procédé continu de production d'acétate à partir de mélanges d'hydrogène-CO2 avec des consortia microbiens. Donc, ces travaux ont été faits dans le cadre de ma thèse, mais aussi dans le cadre du projet Gas2Organics, qui était un projet précompétitif avec TWB, en partenariat avec le LGC et la startup iMine. Donc, dans les perspectives de ce projet, on va s'intéresser à optimiser et intensifier le procédé, à extraire en continu l'acétate par nanofiltration ou électrodialyse, et également à réaliser maintenant de l'élongation de chaînes, essayer d'aller produire d'autres composés à plus haute valeur ajoutée. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Ben, merci Léa, très bel exposé aussi. Alors, est-ce qu'on a des questions? Non, il n'y en a pas qui sont apparues. On va attendre quelques secondes pour voir si quelqu'un a une question pertinente à poser. J'avoue, j'en ai pas, moi. Non, pas de questions. Bon. Ben, dans ce cas-là, si
si vous n'avez pas de questions dans les participants, je vais remercier Léa, une fois de plus, pour son exposé. Et puis, je vais conclure. Alors, pour ça, je vais partager mon écran, enfin, ma présentation en faisant clic au bon endroit. Je ne sais plus où c'est. Partager écran, c'est là. Voilà, je vais partager mon écran. Voilà. Et donc, je voudrais remercier tous les intervenants pour la grande qualité des présentations, que ce soit donc Eric et puis les 4 doctorants. Je voudrais remercier aussi Martine Pou, qui est incontournable, donc la cheville ouvrière de tous ces Zooms de la SFGP. Évidemment, la SFGP pour le support permanent de tous ces événements-là. Et je vous recommande, si vous n'êtes pas encore adhérent ou si vous n'êtes pas à jour de votre cotisation, de faire un petit détour par le site de la SFGP et de vous y inscrire ou d'y renouveler votre inscription. Et c'est important parce que ça permet aussi qu'on ait des mailings qui soient efficients, c'est-à-dire où on ait vraiment des listes à jour des personnes à contacter pour proposer ces animations. Merci aussi à tous ceux qui ont été présents à distance pour suivre et même poser des questions à ces exposés. Et je voudrais donc redire 2 choses, donc, enfin plusieurs choses. D'abord sur la section Grand Sud-Ouest, donc, que je co-anime avec Maria, qui malheureusement, pour des raisons personnelles, n'a pas pu être là et qui le regrette. Nous allons aussi préparer un webinaire. Le webinaire suivant aura lieu fin février, début mars. On n'a pas encore fixé la date. Et ça sera sur le réusage de l'eau et les traitements durables de purification des effluents et de l'eau. Et nous aurons aussi, comme je l'ai dit au début, nous aurons une journée en présentiel, un séminaire grand régional, dont probablement le lieu sera à Montpellier et qui permettra à tous les doctorants de se rencontrer et de présenter leurs travaux. Il y aura là aussi un prix de thèse et un prix de poster de la section Grand Sud-Ouest, donc en complément de ce qui a été dit par François Nicole au début à l'échelle nationale. Voilà. Et, le webinaire que vous venez de voir va être diffusé donc dans environ une semaine, et merci encore à Martine, sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à la faire distribuer, à diffuser auprès de vos collègues pour ceux qui n'ont pas pu se rendre, enfin de se connecter. Voilà. Et puis, le grand rendez-vous, donc, qui est marqué en bas à droite, c'est la SFGP, le congrès national à Deauville en octobre 2024. Voilà, donc merci à tous. Et puis, bonne continuation de journée après ce bon début. Au revoir.